vous avez vu ce qui s'est passé dans cette boulangerie, là aussi, à Grenoble. Un boulanger d'une 20aine d'années a été très gravement blessé à l'arme blanche ce lundi, à côté de son lieu de travail, après avoir surpris 3 individus en train de voler du pain. En milieu d'après-midi, son pronostic vital n'était plus engagé. Je vous propose peut-être de voir le sujet. Il est aux alentours de 4h30 du matin dans cette boulangerie du centre de Grenoble. Du pain est entreposé devant une fenêtre laissée ouverte. 3 hommes s'en aperçoivent et en réclament. Le propriétaire de la boulangerie raconte la scène. Ils ont été plutôt insistants de ce que l'on voit sur les caméras et à un moment donné ils prennent du pain et ils s'en vont avec. Donc je suppose que mon collaborateur lui a décidé d'aller récupérer le pain. Le boulanger qui est allé à leur rencontre à quelques mètres de la boutique a reçu 2 coups de couteau au niveau du torse. Les agresseurs ont pris la fuite et les secours ont été alertés. Admis en urgence absolue, son pronostic vital était alors engagé. Une violence jamais vue pour le propriétaire. Bon, j'ai un historique de boulanger. De par mes parents ou mes grands-parents, j'ai jamais entendu parler de ça. Des larcins, des vols, oui, on a vu ça. Moi, les coups de couteau, oui, c'est choquant, mais c'est la violence. C'est la violence qu'aujourd'hui on rencontre au quotidien. Le boulanger est désormais dans un état stable et hors de danger. De son côté, le propriétaire a annoncé qu'il allait investir pour sécuriser davantage son commerce. Il faut que les boulangers soient armés. Et évidemment, ça renvoie à la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec Éric Dupond-Moretti, sans lui d'ailleurs, parce qu'il ne vient jamais répondre aux questions. Moi, ce que j'aime, c'est le témoignage de ce boulanger. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on n'a jamais vu ça. Voilà, il dit, on n'a jamais vu ça. Mes parents, mes grands-parents, on n'a jamais vu ça. Donc, on va sortir encore ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le brainwashing. C'est ça. Donc voilà, ça n'existe pas, il ne faut pas en parler. Enfin, jamais on a vu... jamais... On a vu des gens voler un pain et le boulanger lui court après et il prend un coup de couteau. Ça ne s'est jamais passé. C'est l'anti-Jean Valjean. Oui. Oui. Voilà. J'ai pensé à Jean Valjean aussi. Voilà. Ouais. Mais l'anti-Jean Valjean. Oui, exactement. Donc, alors il y a bien un moment, il faut faire quelque chose. Il y a toujours eu des gens qui ont demandé du pain, ça c'est clair. Bon. Mais là, contrairement à ce qu'a pu d'ailleurs dans un premier temps dire, je crois que c'est l'AFP, dans un premier temps, oui. Ils ont présenté ça comme une altercation. J'ai la dépêche sous les yeux. J'ai la dépêche. Un boulanger a été grièvement blessé, dépêche de l'AFP, a été grièvement blessé à l'arme blanche lundi matin à Grenoble et son pronostic vital est engagé, a indiqué la police. Vers 4h30, cet homme de 29 ans a une altercation. Voilà. Devant la boulangerie où il travaille. Pardonnez-moi, devant son refus. Avec 3 individus qui voulaient du pain. Et là, tu te rends compte comme c'est refus, l'un des agresseurs lui a... Vous savez, c'est exactement... Mais devant son refus. Mais bien sûr. Avec Aurelias, lorsqu'il a refusé... Mais je l'ai là, la dépêche. Elle est incroyable. Regardez, elle est incroyable, mais ces gens, on devient fou. Vers 4h du matin, je prends les uns et les autres qui nous écoutent à témoin. Un homme de 29 ans a une altercation devant la boulangerie où il travaille avec 3 individus qui voulaient du pain. Devant son refus, l'un des agresseurs lui a asséné 2 coups de couteau au thorax avant de prendre la fuite. C'est une manière de... Il aurait pas dû refuser, c'est ça que nous dit la dépêche. Non mais c'est pas vraisemblable. Le mot altercation, ça veut dire alter, il y a autre. C'est-à-dire qu'il y avait de part et d'autre un conflit violent. De part et d'autre. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand on choisit le mot altercation, déjà, pardonnez-moi, on biaise l'information. Et puis il voulait du pain. La manière dont c'est mis, il voulait du pain, donc t'as l'impression que c'est Jean Valjean qui vient demander du pain. C'est l'excuse déjà. Mais la veille, c'est l'excuse qui pointe là. Hein. Donc c'est ça qui est, c'est absolument. Ni couteau ni l'autre dans l'application. À cette heure-ci, dans le quartier Saint-Bruno, ce sont des dealers en fin de travail, pas des infamés, et c'est Alain Carignon qui me fait passer ce message, qui doit nous écouter d'ailleurs. Donc à cette heure-ci, ce que j'imaginais, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit, parce que j'imaginais, à 4h30 du matin, c'est pas des affamés. Donc c'est le quartier dit Saint-Bruno, à Grenoble, ce sont des dealers en fin de travail, ils viennent voler, ils viennent se servir, et comme on est en impunité totale, et l'AFP trouve que c'est très bien. On peut le relier au sujet précédent, puisque là, c'est je veux du pain, je vais le prendre. Tu me le refuses, donc je te poignarde, parce que ce pain, par définition, est à moi. Le pain appartient à tout le monde, de même que pour la rêve partie, le terrain occupe à tout le monde, donc ça veut dire que la propriété, c'est le vol, de toute façon. Il n'y a pas de propriété, dans les 2 cas. Mais là, c'est de la pure domination. Je reçois un petit message qui m'amuse. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Bon, c'est une définition comme une autre.
Bon, autre drame, un adolescent de 16 ans est mort après avoir reçu un coup de couteau ce dimanche soir à Caluire et Cuire, dans la banlieue de Lyon, ce lundi. Et son agresseur présumé est un adolescent de 13 ans. Il a été interpellé. Je vous assure, je n'aime pas faire le journal de faits divers qui sont des faits de société. J'ai pas ce goût-là. Et avec Marine Lançon, ce matin, lorsqu'on est arrivé, nous avons dit, on peut pas, tous les matins, effectivement, contrairement à ce que dit M. Dupond-Moretti, c'est pas possible, en fait, parce qu'il y a des drames, il y en a dans toute la France, il a raison. Là, c'est un gosse de 13 ans qui a tué quelqu'un de 16. Il avait 13 ans. Donc, évidemment, ça nous interpelle. Donc, voyons le sujet que je vous propose d'écouter, qui est de Michael Dos Santos. Il est aux alentours de 22h30 ce dimanche. 3 jeunes se trouvent dans cette rue de Caluire-et-Cuire. Un mineur armé d'un couteau s'approche d'eux. Le groupe prend la fuite. L'interpellation a eu lieu. Les individus ont pris la fuite et l'individu porteur du couteau a rattrapé malheureusement la victime et lui a porté un coup de couteau au niveau du cœur. L'adolescent de 16 ans s'effondre quelques secondes plus tard. Après un massage cardiaque, il décède à l'hôpital. Sur X, le maire de la commune s'exprime sur les circonstances du drame. Perdre un enfant, c'est la pire des douleurs, et rien ne peut l'atténuer. Aujourd'hui, toute notre ville est à leur côté. Ce n'est pas l'ombre d'un trafic ou d'un réseau criminel, c'est un différend personnel qui a dégénéré. Dans ce quartier, les habitants sont sous le choc. Jocelyne était présente quelques minutes seulement avant l'agression mortelle. Je suis montée tranquillement chez moi, mais tout en sachant, je ne peux pas imaginer que ça se terminerait autrement qu'en X. Je ne suis pas navrée, je suis traumatisée quelque part. C'est surréaliste, c'est une escalade de violence. Le mineur, âgé de 13 ans, auteur du coup mortel, a été interpellé ce lundi. Selon Le Progrès, il s'agirait d'un joueur de football du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide volontaire. En tout cas d'un apprenti footballeur parce qu'il avait 13 ans. Et vous allez entendre la mère de la victime. Le garçon s'appelait Shems Sedine et cette mère a témoigné au micro de RTL. Ce jeune garçon est arrivé, il paraissait agité apparemment et il s'en est pris à Shems, sauf que personne n'a vu qu'il avait un poignard. Quand il a retiré le poignard, ils se sont rendus compte en fait à ce moment-là qu'il se faisait poignarder, qu'il avait un couteau sur lui. Mon fils, il n'avait rien, aucun conflit. En plus, ce garçon, il est plus jeune que lui, donc il ne traînait pas avec, quoi. Il ne traînait pas avec ce garçon. Il avait 13 ans. Je suis choquée. C'est irréel pour moi. J'ai l'impression d'être un cauchemar, ou pas concevoir qu'il est mort comme ça, sans raison, sans aucune raison. C'est un garçon super doux, super doux. Bon, et vous vous souvenez peut-être que de la jeune Lorraine à Nantes, qui était morte et tuée par de nombreux coups de couteau dans un lycée, collège de Nantes. Mais là encore, pardon, Notre-Dame de Toulouse. Le mot du maire dans la première partie est absolument impeccable, mais il termine par « c'est un problème personnel qui a dégénéré, c'est un différend personnel qui a dégénéré ». Ça, pardon, c'est d'ailleurs la maire contredit, que vous venez de faire passer, contredit ça. Donc ça aussi, c'est pas, pardonnez-moi, c'est pas audible. On peut rester sur toute la commune se tient aux côtés, etc., sans dire, parce qu'à partir du moment où vous dites c'est un différend personnel qui a dégénéré, pas de problème, circuler. Non, c'est mais indifférent. il veut dire que c'est pas le trafic. Charlotte Darnelas. Il veut juste dire que là, c'est pas une conséquence du trafic et que, en l'occurrence, c'est un jeune. J'ai pas l'impression qu'il ait l'air de l'excuser ou d'atténuer la chose. Il dit juste c'est un jeune qui pourrait régler ses comptes. Mais non, pas du tout. C'est juste que, non, nous en sommes arrivés là où vous avez des gamins, même de 12, 13 ans, qui sont capables de se dire quand j'ai une frustration, quelle qu'elle soit, le différent personnel. Pardon, mais on a vu une gamine se faire massacrer parce que un autre avait perdu un jeu vidéo. Je veux dire, la frustration se joue parfois sur des trucs débiles, mais débiles. Simplement, quand vous n'élevez pas un enfant à comprendre qu'il doit digérer la frustration et ne pas livrer ses pulsions et ses émotions à tout le monde, eh ben vous arrivez à des gamins qui, pour la moindre, parce que tout à l'heure on disait il voulait du pain, la veille il voulait un téléphone portable et le lendemain il voudra une cigarette. Il tue pour ça désormais, on le voit bien, toutes ces agressions. C'est des gamins incapables de se gérer eux-mêmes. Donc en effet, c'est indifférent dans la tête de l'agresseur. Oui, et c'est vraiment pas, je crois pas, une manière d'atténuer la chose. C'est justement une manière de dire la gravité dans laquelle nous sommes. Nous avons des gamins incapables de gérer ça autrement, incapables de connaître la valeur de la vie, parce qu'à 12 ans, être capable de mettre un coup de couteau, on peut en avoir envie. Le moment où vous enfoncez un couteau dans le corps d'un autre, à 12 ans... Un poignard. Ou un poignard. Oui, c'est ça. Ah oui.
il faut ouvrir de toute urgence des centres. Et en plus, ce gosse, manifestement, il était quand même, comment dire, et en plus, oui, il était dans un centre là où vraiment encadré, a priori, parce que le sport encadre, et encadre fortement, d'ailleurs, et c'est souvent une bonne solution que le sport. Alors, je vous disais, les parents de Lorraine, cette jeune fille qui avait 15 ans, 16 ans, qui avait été tuée d'un nombre de coups de couteau également dans Notre-Dame de Toutes-Aides, ses parents ont pris la parole pour la première fois aujourd'hui. Et je vous propose de les écouter parce qu'ils étaient sur France Inter ce matin. On pense qu'on ne peut pas construire une société sur la suspicion envers les jeunes. C'est pas une logique correcte et c'est déjà assez compliqué pour les jeunes de se construire dans le contexte actuel. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. C'est pas en effet en les empêchant d'agir que ça va fonctionner. Ils pourront toujours du coup agresser ailleurs s'ils ont envie d'agresser. La question, c'est pourquoi ils ont envie d'agresser. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé avant quelqu'un qui peut les aider avant qu'ils en arrivent là. Bon, ça nous pose un problème très large sur la société dans laquelle nous vivons, Richard Millet, et que que les parents, d'une manière très courageuse de Lorraine, prennent la parole pour effectivement dire attention, nos enfants, l'éducation de nos enfants, comment une société peut-elle les accompagner à l'école, mais aussi pas qu'à l'école, comment elle peut réparer aussi les déficits des familles, parce que les déficits des familles existent. C'est-à-dire que les familles étaient très structurées jadis. Il y avait d'autres problèmes parfois dans les familles. Il y en avait d'autres. Mais effectivement, le fait que ces enfants parfois grandissent avec des familles qui ont explosé, comment on fait ? Et ça, c'est une réflexion très profonde que le politique devrait mener et dont il ne parle jamais. Non, parce qu'il faudrait remettre au centre le rôle du père, par exemple. Or, le père est banni du discours public officiel de la gauche, c'est-à-dire du discours officiel. Et à partir du moment où il n'y a plus de père, il doit y avoir une mère ou deux. Je veux dire par là qu'il doit y avoir une forme d'autorité, mais qui n'est pas acceptée par, disons, la plupart de ces adolescents. Mais les mères peuvent avoir de l'autorité, pardonnez-moi. Et ça existe, il y a des mères. Et souvent, d'ailleurs, c'était les mères qui faisaient les enfants dans les familles. C'était les mères qui étaient là au contact des enfants. C'était les mères qui accompagnent les enfants à l'école. Le père, c'est quand même chaud. En dernier recours, on appelait évidemment que les femmes font les enfants d'une société. Oui. Mais le père a un rôle. Il a un rôle, j'entends bien, mais... Je sais que cette question... Pardon, j'interromps, mais cette question est toujours très gênante. On se dit, oui, mais quand même, les femmes, c'est l'égal des hommes. Merde, comment on s'en sort de cette discussion ? Mais on est tous d'accord que quand on analyse la délinquance, tout le monde dit très naturellement, et le plus naturellement du monde, les pères ont disparu. Eux, ça les dérange pas. Quand vous allez dans un tribunal et que vous allez dans comment dire, pas les affaires courantes, comment on appelle ça, les comparutions immédiates. Première chose sur la personnalité, absence du père. C'est significatif. Ça ne veut pas dire que les femmes sont incapables, ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes seules qui n'élèvent pas parfaitement leurs enfants. Évidemment qu'il y en a. Simplement, la disparition du père, même à l'échelle collective, la disparition de l'autorité qui était attachée au père. D'ailleurs, si certains se sont battus pour détruire l'idée même de la figure paternelle, c'est pas pour rien. Eux, ils le savaient que ça voulait dire quelque chose. En tout cas, qui était attaché à la double figure du père et de la mère. Ça a disparu. Quand j'étais prof, j'ai remarqué que les premières classes que j'avais avec une majorité d'enfants divorcés commençaient à poser des problèmes. Mais il y a longtemps. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce que ça doit donner. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, pardonnez-moi, on n'a rien dit. On va pas interdire le divorce. Mais ça s'accompagne de beaucoup d'autres choses. Mais non, mais il ne s'agit pas d'interdire le divorce. Il s'agit de le concevoir correctement, d'être des adultes et de concevoir la responsabilité. Le divorce, pendant des années, au moment où il a été présenté, a été présenté comme une liberté. C'est une liberté acquise, c'est un droit acquis par tout le monde. Certes, mais quelle est la conséquence de cette séparation sur des enfants ? En psychologie basique, moi je ne suis pas psychologue, mais plusieurs psychologues vous expliquent que les parents, la question de la famille structurée, c'est une sécurité pour l'enfant. À partir du moment où il y a séparation, il y a une insécurité de l'enfant parce que c'est le modèle de stabilité initial dans sa vie. Il faut simplement le concevoir comme ça. Il ne s'agit pas d'interdire aux adultes de se comporter comme ils veulent et parfois souvent comme ils peuvent. Il s'agit simplement de dire on ne va pas faire comme si tout ça était normal pour l'enfant.
on va pouvoir lui présenter la chose en lui disant bah oui, t'as le droit de pleurer. Oui. Vous savez, il y a des enfants. Je me souviens, j'avais lu un livre qui s'appelait, c'était une collection de témoignages d'enfants du divorce, qui racontait ce qui avait été difficile pour eux. Eh bien, ce livre, il a 15 ans. Hein. Et il disait, quand on était enfant, tout le monde partait du principe que c'était normal. Donc nous, quand ça nous faisait de la peine, quand on avait envie de pleurer, quand on allait voir la maîtresse, tout le monde disait mais c'est normal, tout le monde vit comme ça maintenant. Bah oui, mais dans le cœur d'un enfant, c'est pas forcément normal. Et donc s'il n'a pas cette réponse-là, donc c'est simplement prendre. Ok, on a compris que c'était la liberté des adultes, mais quelle est la conséquence sur des enfants ? Et est-ce qu'on peut le prendre correctement ? Il y a plein de familles qui y arrivent. Hein. Il y a plein de familles qui y arrivent. Alors peut-être qu'on peut leur demander. Comment est-ce qu'elles font ? Comment est-ce qu'elles parlent l'un de l'autre ? Comment est-ce qu'elles considèrent l'existence encore des autres ? Un peu de bon sens, vous savez très bien les réponses. Oui, mais vous savez beaucoup que plein de gens n'en ont plus. C'est-à-dire que si une mère ou un père dit du mal du père ou de la mère à l'enfant, c'est pas une bonne chose. Oui, mais si au contraire, après un divorce, chacun des parents préserve l'autre, en disant des choses bienveillantes, l'enfant grandira dans des meilleures conditions. Oui, et vous avez des juges aux affaires familiales aujourd'hui qui vous expliquent qu'ils ont devant eux des parents qui se déchirent en présence de leurs enfants. De plus en plus, là encore une fois, c'est une évolution. Qu'est-ce que vous voulez ? Là, hélas, c'est la responsabilité individuelle des uns et des autres. Bien sûr, mais il y a aussi... C'est qu'ils n'ont pas compris qu'au centre, ils ont fait un enfant ensemble. Et que cet enfant doit être la priorité. Oui, mais moi, je ne vous dis pas que j'ai la solution, hein, ce serait trop facile. Je dis simplement qu'il y a tout ça à prendre en compte pour comprendre comment des enfants basculent à ce point, parce qu'il y a quand même une question dans la Richard Millet. Des enfants. Pardonnez-moi de vous... Je vous en prie. Ceci est indissociable aussi du reste, c'est-à-dire de la perte de l'autorité en général. Donc, quand vous voyez que la Commission européenne interdit de donner une fessée à un enfant, ceci explique beaucoup de choses. Richard Millet, n'entrons, s'il vous plaît. Là, préservez-moi en ce début de saison, si vous voulez. Là, le modérateur que je suis, je suis pas sûr que ce soit une. C'est pas l'Union européenne. Tous ceux qui se sont intéressés à l'éducation des enfants expliquent que donner un coup à un enfant n'est pas une fessée, c'est un coup. Mais une fessée, sur les fesses. Une fessée, c'est pas peu importe. La fessée symbolique. Une tape sur la main, ça va. La fessée symbolique de quelque chose. Je parle pas de coups. Moi, qui suis un enfant qui a reçu des coups de fouet de la part de mon père, je sais de quoi je parle. Quand j'étais enfant, là, je parle pas de coups de fouet. Vous avez reçu des coups de fouet ? Oui, coups de cravache de cheval. Oui, j'étais puni avec la cravache de cheval. Mais qu'est-ce que vous aviez fait ? Rien de particulier, mais mon père était protestant et donc il m'a élevé, malheureusement pour le catholique que je suis, de façon protestante. Oui, mais là, vous trouvez que c'est... Non, je trouve ça scandaleux. Mais est-ce que vous en avez souffert ? Évidemment que j'en ai souffert. Donc vous trouvez que c'est une mauvaise manière d'éduquer un enfant ? Oui, mais je ne parle pas de ça, je parle... si, vous en parlez. Non, je dis donner une petite fessée à un enfant, c'est une différence, c'est très différent de recevoir des coups de fouet. J'entends bien, mais je n'aime pas la violence et je trouve que ça sert à rien, mais je vous dis, certains actes symboliques sur les fesses peuvent... Est-ce que ces coups de fouet, avec le recul, vous dites quoi ? Je dis que ça m'a traumatisé, oui. Bon, mais... Et il y a eu des conséquences ? Qui ? Pour vous, il y a eu des conséquences quand vous dites traumatisé ? C'est ma vie. Mais si, c'est passionnant, au contraire. Vous avez écrit là-dessus ? J'ai écrit dans un récit là-dessus, oui. Non, ce qui était terrible, c'est vous direz, que mon père me disait... Tu as fait cette bêtise, tu viendras à 8h recevoir tes 10 coups de cravache. Et il me faisait agenouiller sur un tabouret, baisser le... Et puis voilà. Bon, c'est comme ça. Ça a introduit avec mon père des séparations, une distance assez grande. Voilà, et donc, vis-à-vis de mes filles, je n'ai jamais voulu reproduire ce schéma autoritaire. Et peut-être que c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention à ces choses-là, mais je sais aussi que petite fessée ne fait pas non plus de mal. C'est symbolique, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille aller sur ce terrain-là, mais c'est la liberté d'expression qui est la vôtre. Un enfant qui reçoit une tape ou une fessée sur sa couche, en général, il est plus vexé qu'il n'a mal. Donc le but, mais au-delà... Il y a d'autres manières. Je pense qu'il y a d'autres manières d'avoir... Prenons l'autre manière. Vous avez vu le rapport qui est sorti sur la manière dont les professionnels de la petite enfance doivent se comporter dans les crèches, par exemple. Je ne l'ai pas lu, mais vous allez nous le dire. Il y a quelques jours, il y a notamment Caroline Goldman, Elisabeth Badinter, Maurice Berger qui ont fait
un texte pour s'insurger contre ce document qui sort et que le ministère de la Famille continue à défendre sans problème, dans lequel il est dit que les professionnels ne doivent pas contraindre les enfants dans l'expression, je cite, de leurs émotions négatives fortes. À savoir, ils prennent l'exemple, un enfant qui balance des cubes d'un côté à l'autre de la pièce sur un autre enfant, par exemple. C'est une émotion qu'il ne faut pas contester. Donc on doit le laisser faire. Un enfant qui mord un autre enfant, c'est l'âge où on mord beaucoup. Eh bien, il faut laisser faire parce que l'enfant doit exprimer ses émotions. Elisabeth Badinter, elle n'est pas sur cette ligne-là. Non, justement, Caroline Goldman, Badinter, Maurice Berger interviennent en disant ce texte est dangereux. Il est maltraitant. Ça, on va le traiter, tiens. On va le traiter, ça. On va le traiter demain. Et Marie-Estelle Dupont pourrait nous en dire davantage. J'ai pas vu ce texte. Ça, c'est passé... En fait, c'est le 20 août, dans Le Point, qu'ils ont contesté ce texte. Et Le Parisien, il y a quelques jours, a parlé le ministère. Je le dis pour Marine Lançon, on va travailler là-dessus.